Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'actualité du MMA comme tous les jours. Je m'appelle Clément Marcoux, je suis propriétaire du FMC Performance Center, préparateur physique formé à l'INSEP et coach de MMA depuis environ 15 ans. J'espère que tout le monde va bien en ce dimanche et on commence du coup par faire une petite review des news du jour. Conor McGregor qui répond aux critiques d'Anthony Smith. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Anthony Smith, en fait, il a dit que c'était très bizarre le changement physique du coup de Conor McGregor et qu'en gros, l'USADA devrait faire son travail. Et lui, Conor, il a de suite déclenché. Il en faut pas beaucoup, on le sait très bien. Il a dit, il a de l'audace ce perdant. Donc après, il est rentré dedans et en gros, voilà, il dit que c'est un perdant qu'il faudrait mieux qu'il s'occupe de ses fesses. Alors Conor, moi, sincèrement, bon, il est costaud, hein. Il est costaud, mais comme j'ai déjà dit précédemment, je veux dire, ça fait quand même très longtemps qu'il a plus de 80 kilos, Conor. Hein, faut le savoir. Hein, déjà depuis son combat contre Cerrone, je pense qu'il était déjà à 84-85 kilos. Donc là, il dit qu'il prend beaucoup de poids, mais en réalité, je pense qu'il minimise énormément. Comment ça s'appelle? Il minimise. Il amplifie énormément sa prise de masse pour faire du spectaculaire. Parce que je vous dis, il a pris des photos avec des élèves à moi. Et franchement, quand tu le vois à côté, il est pas si énorme qu'il paraît en photo. Quand on le voit en photo, on se dit oh, c'est un bodybuilder. Mais quand tu le vois en vrai, il est beaucoup moins impressionnant. Après, vous savez, avec les effets de lumière et tout, il faut être vachement vigilant. Quoi qu'il en soit, c'est sûr qu'il y a des détails sur son physique, on l'a déjà dit, hein, qui laissent, qui laissent songeur, quoi. Hein, qui peuvent vraiment interroger. Ça, c'est la réalité. Darren Till qui parle de la puissance d'Alex Pereira, il le compare au défunt Anthony Johnson en disant qu'il a une puissance de feu qui est terrifiante et effectivement Alex Pereira ça frappe très 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 fort et même Darren Till qui est un gros boxeur, un gros connu aussi également, s'il prétend ça c'est qu'à mon avis il doit avoir des bruits de couloir parce qu'il y a pas mal de combattants qui ont fait des sparring avec Alex Pereira qui disent qu'il frappe comme une mule. Kyle Harrison qui est dégoûté vraiment, hein, qui était considérée comme quasiment la meilleure combattante du monde, enfin en tout cas, elle faisait partie des meilleurs combattants, des meilleurs prospects à surveiller, et le dit, voilà, j'ai perdu devant le monde entier, et ça fait mal, et ça va faire mal pendant un moment, mais en tout cas, voilà, elle accepte sa défaite, c'est très important de comprendre pourquoi on perd, c'est très important de savoir interpréter de façon objective sa défaite, de ne pas se trouver d'excuses, parce que souvent on se dit, oui, mais j'avais ci, j'avais ça, et au final, en général, c'est parce que malheureusement, des fois, il y a des jours sans, hein, c'est vrai. Mais des fois, la préparation n'a pas été optimale. Et puis, on est deux à combattre. Hein. Il y a un adversaire aussi face à vous. Il ne faut pas oublier que lui aussi se prépare. Et lui aussi veut remporter la victoire. Et il ne faut pas enlever le mérite à votre adversaire. C'est ça souvent que je trouve qui est un peu dramatique dans nos sports, c'est qu'à chaque fois que les combattants perdent, il y en a beaucoup qui trouvent des excuses en disant oui mais j'étais pas fort, oui mais j'étais blessé, oui mais j'avais ci, oui mais j'avais ça. Mais ça, du moment que tu rentres dans la cage, c'est plus le problème de personne. Hein. Si tu veux pas combattre blessé, ben, tu vas pas tout simplement. Hein. Tu vas pas. Et puis voilà. Après il y a Brandon Figueiredo, hein, vous avez bien vu. Hein. Il y en a qui comparent ça, bon, ça je trouve qu'ils exagèrent à Ali Frazier, mais c'est sûr que voilà, ça va être un combat de titans. Maintenant, bon, je trouve que médiatiquement, en tout cas, ça n'a pas l'ampleur qu'avait un Ali Frazier. Je ne sais pas où c'est qu'ils sont allés chercher ça. Mais en tout cas, voilà, c'est comment ça s'appelle. Je sais pas pourquoi ils ont peut-être qu'il y a des gens qui ont des infos, mais je sais pas pourquoi ils comparent ces deux oppositions. Peut-être parce que voilà, ils se sont affrontés à multiples reprises et on a l'impression qu'ils n'arriveront jamais à se départager. Ça fait un peu ce sentiment-là, mais en tout cas voilà, c'est sûr qu'on a hâte de voir cette opposition. Après, en 57 kilos, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, tu as vite fait le tour. Donc, tu as vite fait de te retrouver toujours avec les mêmes personnes au même moment. Donc, parce qu'il suffit que Figueiredo ou Moreno perdent, mais après qu'ils gagnent un combat, ben, ils se repositionnent automatiquement comme challenger numéro 1, incontestablement. Donc, après, c'est compliqué. On l'a vu avec Covington, par exemple, hein, qui a gagné. Et derrière, il s'est repositionné pour Kamaru. Et là, s'il regagne, ben, il va se repositionner encore pour le titre 77. Donc, c'est ça le problème. Quand tu es vraiment fort, ou Max Holloway, pareil. Quand tu es vraiment fort dans la catégorie et que tu es juste derrière le champion, c'est en plus, tu vas pas faire 50 combats pour accéder au titre. Donc la caté, elle tourne en rond après. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de catégories, on le voit avec Whittaker aussi, hein, les amis. Hein. Whittaker, c'est exactement la même chose. Hein. Que ce soit Whittaker, Covington ou Max Holloway, on a un énorme problème avec eux. C'est-à-dire qu'ils ont juste une victoire à faire à chaque fois qu'ils ont perdu pour le titre, et ça les repositionne en pole position, quoi.
Et du coup, Whittaker, c'est pareil, il mérite le titre. Je suis désolé. Donc voilà, bon, ça avance pas. J'ai vu Whittaker, Paulo Costa. Apparemment, qu'ils auraient proposé 80 000, je crois, ou 70 000. Enfin, en tout cas, c'est un des deux chiffres. À Paulo Costa pour affronter Whittaker, c'est quand même du foutage de gueule. Après, il faut savoir que, attention, Paulo Costa a touché une grosse somme d'argent quand il a affronté Adesanya. Il n'a pas touché, parce qu'il a tout, il faut faire attention aussi. Il y a ce qui est le salaire validé par les commissions athlétiques, et il y a les à côté. Je vous l'ai déjà expliqué, c'est pas parce que vous touchez 200 000 euros que vous avez 200 000 euros. Vous allez avoir après des primes de victoire, des primes sur le pay-per-view, ça dépend des arrangements que vous allez avoir à l'UFC. Il y a comme des primes de vestiaire, beaucoup de combattants qui témoignent ça. Moi, quand j'avais mangé avec Shogun, par exemple Rua, qu'elle avait affronté dans Anderson, il m'avait dit qu'il avait pris, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était plus d'1 500 000 ou 2 millions de dollars pour le combat contre Dan Anderson, le combat de Deng. Je crois que ça se chiffrait à ça, il nous avait expliqué. Mais alors que il était déclaré 400 000. Donc ça faisait 3 fois ou pratiquement 4 fois plus, quoi. Donc voilà les amis, il faut faire attention parce qu'on connaît pas du coup les arrangements qu'ils ont entre eux, je sais pas du tout. Après il y avait peut-être les sponsors à l'époque encore. Je me rappelle plus exactement, mais en tout cas voilà, le chiffre était 4 ou 5 fois supérieur du coup à ce qu'on pouvait trouver sur internet. Donc voilà les amis. Donc les amis, je vous souhaite à tous un bon dimanche et on se retrouve demain pour parler de l'actualité.